Et Tony Parker, le président de l'Asvel, est avec nous en direct dans Buzzer. Bonsoir Tony. Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous. On a entendu Ça fait David plaisir. à l'instant. Merci pour l'invitation. Vous êtes le bienvenu. On a entendu David Cosette à l'instant dans le commentaire du match d'appui dire c'est un crève-cœur cette élimination. Comment vous l'avez vécu ? Il a tout dit, David. Il avait raison. C'est vrai qu'on avait des gros objectifs pour cette Eurocup et de perdre comme ça, c'est vrai que ça nourrit pas mal de regrets. On se voyait aller beaucoup plus loin que ça, surtout le beau parcours, quoi. On a bien assuré au premier tour, le deuxième tour pareil. On a bien joué pendant toute la compétition et c'est vrai que de perdre comme ça, c'était un peu dur. Mais bon, après ça, c'est les aléas du sport. Et il nous manquait peut-être nos deux meilleurs défenseurs avec Kaba et DeMarcus Nelson. Et sur cette série-là, en tout cas, ça nous a fait mal parce que je pense que ces deux joueurs-là, ils nous auraient beaucoup aidés. Mais bon, voilà, c'est comme ça. Hein, les blessés, ça fait partie de la vie et c'est vrai que c'est dommage, quoi, parce que je pense qu'avec ces deux joueurs-là, on passe en dehors tous les jours. Et Tony, est-ce que aussi la raison de l'élimination, c'est pas l'échec Alexis Ajinça ? Je pense que toi, en plus, qui l'avait fait venir, tu dois être encore plus déçu de voir que ça se soit terminé en eau de boudin et ça vous coûte le top 4 de l'Eurocup. C'est ce que j'ai dit à Alexis. On est tous déçus. Alexis, c'est pas un mauvais gars. Hein. Il était là avec beaucoup de motivation. Il voulait vraiment faire des beaux trucs avec nous, avec l'Asvel. Mais comme je lui ai dit au téléphone, il m'a mis dans une situation impossible avec sa réaction qu'il a eue lors de ce match, de ce fameux match, quoi. Et donc on a dû prendre une décision difficile. Et c'est vrai que ça nous a peut-être coûté le Final Four de l'Eurocup. Tony, expliquez-nous ce qui s'est passé exactement lors de ce fameux match, parce qu'un certain brouillard entoure toujours ces faits-là. Je vais pas rentrer dans les détails, ça va rester bien sûr privé. Et comme on l'a dit dans notre communiqué, moi je souhaite que du bonheur et une bonne continuation à Alexis Ajinça dans sa carrière, parce que comme je viens de le dire juste avant, c'est pas un mauvais gars. C'est juste que c'est une situation qui était impossible à gérer. Et voilà, donc j'ai pris la décision que j'ai prise, quoi. Non, moi je voulais revenir sur l'effectif et la frustration que nous on a et que tu dois sûrement avoir, c'est qu'arriver en quart de finale de l'Eurocup avec un effectif décimé, vous n'avez pas été épargné par les blessures. Est-ce que tu es d'accord avec moi pour dire qu'actuellement, je ne parle pas de l'arrivée d'Adrian Payne et le retour de Marcus Nelson, depuis fin décembre, vous n'êtes plus tout à fait l'Asvel qui a tant dominé le championnat de France et vous n'êtes peut-être pas la meilleure équipe de Jeep Elite en ce moment ? Je suis tout à fait d'accord avec toi, Stéphane. C'est vrai que avec les blessures, on n'a pas été épargné cette année. Entre Livio, qui était out pendant 2 mois, Kaba, il est out pendant 2 mois, il revient, maintenant il est out pour la saison. Et c'est dommage parce que tu vois, Kaba, il fait un match énorme à Kuban et tu te dis que voilà, avec Kaba et Livio, s'ils restent en bonne santé, on a vraiment quelque chose à faire en Eurocup. On signe Alexis. Mais ça, comme je l'ai dit juste avant, c'est les aléas du sport. C'est pour ça qu'il y a rien de garanti. C'est ce qui fait la beauté du sport, c'est qu'il y a toujours des trucs qui peuvent se passer. Et c'est vrai qu'on n'a pas été épargné et c'est très rageant parce que je me dis qu'avec l'équipe qu'on a construit, on méritait par rapport au parcours qu'on a eu en Eurocup, on méritait d'aller au Final Four d'Eurocup. Justement, Tony, tu parles de tous ces problèmes de blessures, de ces problèmes d'effectifs. Il y a quand même un gros point positif dans cette équipe, c'est l'éclosion de Théo Malédon. On l'attendait peut-être pas forcément aussi rapidement à ce niveau. C'est vrai que Théo, il a profité, on va dire, un peu de tout ça. Et on l'a vu à son meilleur ce week-end là en Coupe de France. Théo, il a beaucoup progressé. Et c'est vrai que c'est le gros point positif de notre saison. Il est énorme en ce moment. Et je suis vraiment content pour lui. Parce que justement, quand tu as des blessés comme ça, c'est à d'autres joueurs de prendre leurs responsabilités. Et lui, c'est ce qu'il est en train de faire en ce moment. Tony, il n'y a pas de secret. Ça, c'est les meneurs qui ont été formés à Rouen. Hein. C'est tout. Hein. C'est vrai que l'histoire, elle est un peu sympa parce que moi, je le connais depuis qu'il a 11-12 ans. Il venait à mes camps de basket à Fécamp. Et de le voir évoluer depuis qu'il a 11-12 ans à ce niveau-là, il est vraiment, vraiment impressionnant en ce moment. Et je suis vraiment content pour lui. Il travaille dur avec mon frère, avec Joseph Gomis, les travaux individuels. Il travaille tous les jours sur son jeu. Et il a tout l'avenir devant lui. Il a commencé à intégrer l'équipe de France. Et je pense que dans 2 ans, il sera top 10 à la draft. Si Franck il peut être drafté 8e,
je pense que Théo, il peut faire pareil si ce n'est mieux. Tony, je voudrais revenir sur. Il y a eu l'épisode à Jassa, l'année dernière, il y a eu un épisode avec John Robertson. Est-ce que, toi, en tant que président de l'Asvel, tu commences à te dire c'est un peu compliqué de gérer ce club en étant aux États-Unis et que tu n'aurais pas envie d'être un peu plus présent pour gérer un petit peu toutes ces situations-là? Non, je me pose pas cette question-là. Après ça, tu sais, c'est jamais une science exacte le recrutement. Malheureusement, Lyon, c'est une super ville, donc il y a beaucoup de choses à faire, il y a beaucoup de tentations. Et voilà, je pense que c'est au coach, et je pense que Mitrovic, il a très bien géré le groupe cette année, de gérer justement le temps libre des joueurs. Et on essaye de faire de notre mieux. Est-ce que ça va aider quand je serai là à plein temps? Oui, mais pour l'instant, voilà, je suis aux États-Unis et on essaye avec Nico de notre mieux pour gérer le club. Et je pense que là, il y a quand même les résultats sont là, quoi. On a gagné un titre notre deuxième année, on va faire notre 4e finale là. En 4 ans avec la finale de la Coupe de France. Donc je pense qu'il y a quand même beaucoup de points positifs. Le projet avance, la salle va arriver, on a l'Euroleague. Donc je pense pas qu'il y a à remettre en question comment on gère ce club-là. Et on va revenir justement sur tous les éléments que vous venez d'évoquer. Une question justement sur le projet, sur l'avenir. Est-ce que vous pouvez nous confirmer que vous êtes en discussion avec Jean-Michel Aulas pour rapprocher l'OL et l'Asvel? Et si oui, sur quoi exactement Tony porte ces discussions? Pour l'instant, les discussions sont très confidentielles. Oui, il y a des discussions avec Jean-Michel et ça se passe très très bien. Je pense qu'on va trouver un accord, mais pour l'instant, je peux pas en dire plus. Mais ça peut être, en tout cas, l'accord qu'il va avoir, si on arrive à le trouver, il sera bien évidemment super pour le basket français. Et donc, j'y travaille dur. Et je pense que c'est primordial de toute façon de faire des deals comme ça. Moi, j'ai toujours été partisan de fédérer tout le monde dans un projet. Tu peux rien faire tout seul. Il faut qu'on soit tous ensemble. C'est déjà assez dur en France de faire des projets, surtout dans le sport. Et donc, si on peut avoir une collaboration avec l'OL qui soit gagnant-gagnant, ça peut être que bénéfique pour le basket français, pour le sport en général. Concrètement, Tony, est-ce que ça peut passer, est-ce que ça va passer par une entrée au capital de l'Asvel, peut-être même dès les prochains jours? On y travaille. Comme je viens de le dire, pour l'instant, je ne peux rien dire, mais on y travaille. Bon, en tout cas, Tony, parmi tes arguments, on imagine que tu as dû dire Jean-Michel, pour être champion d'Europe de foot, c'est quand même très compliqué. Champion d'Europe de basket, ça coûte quand même beaucoup moins cher. 1 euro, c'est 1 euro. Dans le monde du business, David, on ne réfléchit pas comme ça. Personne donne de l'argent gratuitement. Donc, à un moment donné, il faut que ce soit cohérent et il faut que ce soit un deal gagnant-gagnant. Est-ce que ce rapprochement avec Jean-Michel Aulas, il est dû au fait qu'il y ait quelques complications sur la construction de la salle, notamment avec l'entreprise Florio? Ah bah oui, ça c'est pas un secret. Hein. C'est vrai que Florio, le fait qu'il dépose le bilan, ça a mis un coup d'arrêt, on va dire entre guillemets, au projet de la salle. Après, on a d'autres solutions qui se passent très très bien et le projet Villeurbanne avance très très bien. Et donc pour moi, il n'y a aucune raison que la salle ne sorte pas en 2022. Tout est dans les temps. Tu as eu un lapsus, ou je ne sais pas si tu l'as fait volontairement, tu as dit à Lyon, il y a beaucoup de sport. C'est-à-dire quoi, on part sur un Noël basket? Ah non, pas du tout, j'ai pas dit ça, Fred. Je t'assure, tu as dit à Lyon, il y a beaucoup de sport, mais je t'ai écouté, Tony, avec un grand plaisir. Oui, mais c'est pas parce qu'il y a beaucoup de sport à Lyon. Non, mais si, justement, Fred, on parle de Lyon. OL, tu sais que le L de L, c'est Lyon. Oui, c'est pas ce que je voulais dire, Fred. L'Asvel restera l'Asvel. Ok. Donc la salle sera à Villeurbanne? Pour l'instant, on travaille pour que la salle soit à Villeurbanne. Bien sûr, c'est notre fief. C'est à Villeurbanne qu'il y a le club, et donc nous, on veut rester à Villeurbanne. Tony, on parle d'une augmentation du budget de l'Asvel, évidemment, si cet accord va à son terme. C'est quoi l'objectif? C'est de le doubler, d'approcher les 20 millions d'euros de budget, par exemple? Pour l'instant, on va déjà atteindre la barre des 10. Ça sera déjà un record dans le basket français. On va y aller étape par étape. Bien sûr que nous, on est ambitieux, on a envie d'aller le plus haut possible, mais je pense qu'il ne faut pas qu'on grille les étapes. Il faut y aller petit à petit. Et je pense que la barre des 10, c'est la barre symbolique pour l'instant. Après, j'espère qu'on pourra aller plus haut, bien sûr. Est-ce que l'accord pourrait se faire aussi dans le sens inverse? Et si oui, qu'est-ce que vous pourriez, vous, apporter à l'OL? Pour l'instant, tout ça, c'est des discussions très, très privées. Donc, pour l'instant, je ne peux pas trop vous en dire.
Tu tires les coups francs comme Juninho, on m'a dit par contre. Non, mais de toute façon, c'est pas un secret que j'adore le foot, hein. Moi, j'ai toujours aimé le foot. Et donc, pour l'instant, on discute. Et on va dire, au moment si on arrive justement à trouver des accords, et ben, vous serez un des premiers à être prévenu. Justement, ces débuts de discussion que tu peux avoir, ça peut aider tes relations encore qui sont très bonnes avec Bertomeu? Ah, bien sûr, avec Jordi, ça se passe très très bien. Bien sûr, il est au courant de tous les événements et de l'évolution du club. C'est pas un secret que voilà, notre but ultime, c'est d'être dans 2 ans, être une franchise à vie en Euroleague. Et donc, on travaille pour ça. Je sais que Jordi, il est complètement rassuré par rapport à notre projet et par rapport à la salle qui va sortir en 2022. Donc, non, tout se passe bien. On est dans les temps. Et moi, je m'inquiète pas. Depuis qu'on est arrivé en 2014, tout ce qu'on a dit qu'on allait faire, c'est arrivé en temps et en heure. Et on va continuer dans ce sens-là. C'est bien que tu t'inquiètes pas, Tony, parce que nous, on commente avec Fred et Stephen l'Euroleague toutes les semaines et on aurait tendance à être un peu inquiet. Non pas qu'on pense pas que vous puissiez pas y arriver. On sait que l'Euroleague, ça prend souvent un peu de temps. On l'a vu quand chaque année, c'était un champion de France différent. Et ben, on arrivait, on découvrait et on repartait avec les fesses toutes rouges. Là, c'est bien d'avoir 2 ans, parce que c'est seulement la 2e année qu'on a pris finalement conscience de la dimension de l'Euroleague. Quand on voit que même Grande Canaria, un championnat du championnat espagnol, a beaucoup de mal, sans un gros budget, en plus avec la pression fiscale qui est en France, c'est un vrai souci, quoi. Non, mais après, David, ça va être difficile, hein. Il faut pas se leurrer, hein. C'est clair que ça va être difficile. On n'est pas avantagé, comme tu viens de le dire, avec les taxes. Ça va être très très dur d'avoir un club performant. Donc à nous comme je viens de le dire juste avant, de fédérer les gens et qu'on soit tous ensemble pour essayer de construire un grand club de basket en France. Mais c'est vrai que la première année, peut-être, ça va être plus que difficile, mais il faudra passer par là, prendre de l'expérience, apprendre, et le but, c'est de rester dans le temps. Donc, il faut être patient. Il faut être patient. Je pense que ça, c'est la clé. Et on essaiera de faire de notre mieux la première année, et on essaiera de s'améliorer d'année en année. Justement, vous devez déjà être en train de préparer l'effectif de la saison prochaine. On a beaucoup extrapolé. Est-ce qu'ils vont faire une équipe à 14-15 pour pouvoir mixer la Jeep Elite et l'Euroleague? Tu peux déjà nous dire où ça en est, l'avancement du recrutement? Vous partez sur quoi? Sur une base de JFL, sur beaucoup de joueurs? Pour l'instant, c'est vrai qu'on va partir sur une base de 14-15 joueurs. Je pense qu'il faut faire un effectif un peu façon NBA. Parce qu'il y aura beaucoup de matchs et des fois tu peux être pas épargné par les blessures comme cette année pour nous. Donc je pense qu'on va partir sur un effectif comme ça, un effectif aussi avec pas mal de jeunes. On va faire confiance aux jeunes pour la Jeep Elite. Et c'est vrai que je pense pas qu'il y a de recette miracle, hein. Je pense que la première année on va beaucoup apprendre et après on va partir de là justement par rapport à la 2e année qui sera clé pour nous pour après avoir la franchise à vie. Justement, Tony, comment faire pour que cette nouvelle aventure en Euroleague, qui est très prenante, qui est très stimulante, n'impacte pas les résultats du club en Jeep Elite? Comment faire pour faire concorder ces 2 objectifs-là? En fait, depuis que j'ai repris le club de l'Asvel, nous, on s'est toujours concentré sur le projet global. Les résultats sportifs, ça, c'est un truc. Mais nous, on veut se concentrer sur l'objectif ultime qui est d'être une franchise, en fait, à vie. Donc, c'est vrai que les résultats sportifs, c'est important, bien sûr, mais on peut pas que se focaliser sur ça. Et je veux pas que mon club dépende des résultats sportifs. Mais justement, tu parles de résultats sportifs. Tu as quand même des objectifs sportifs pour l'année prochaine en Euroleague. À partir de combien de victoires, entre guillemets, tu seras satisfait ou non? On n'a pas d'objectif, Fred, par rapport à l'année prochaine en Euroleague. Et comment tu vas... Tu as déjà pensé à tout ce qui est déplacement? Il va y avoir avion privé pour gérer la fatigue ou pas? Et il n'y aura pas d'avion privé. On n'est pas encore à ce niveau-là. Vous n'avez pas trouvé un partenariat? Non, j'y travaille, mais pour l'instant, on n'a pas trouvé pour l'instant. Après, il faut juste préciser, Louis, que quand on joue en Euroleague, par exemple, mardi à Moscou, jeudi à Athènes, et que vous allez jouer au Portel le samedi soir, forcément, la terre entière vous attend et que c'est compliqué. Mais je pense que Tony sera d'accord avec ça. Même s'il lâche quelques matchs avec ce calendrier de dément en saison régulière, l'équipe sera configurée hors norme pour le championnat de France. Et après, vous pouvez quand même rattraper sur la fin de saison la saison. Je pense que c'est ce qui va se passer, David. Je pense qu'il y aura quelques matchs où on va faire jouer beaucoup nos jeunes en Jeep Elite, quitte à sacrifier des matchs.
pour qu'on se concentre justement à avoir la meilleure équipe possible pour l'Euroleague. Et après, par rapport à la Jeep Elite, il y a plein de matchs où on va faire jouer beaucoup nos jeunes pour les développer. Tony, dis-moi, l'année prochaine, est-ce qu'on va te voir dans la salle de Moscou, dans la salle de Madrid? Tu vas accompagner ton équipe toute la saison ou pas? On verra. J'ai pas décidé encore. On verra. J'ai tenté le coup, hein. Sur un malentendu, tu aurais pu tomber dans le panneau. Non, mais pour l'instant, tout se passe bien. Je me sens bien physiquement. Fait une bonne saison au niveau individuel. Avec l'équipe, j'espère qu'on pourra se qualifier pour les playoffs. En tout cas, on va se battre jusqu'au bout. Et puis après, je ferai un point en fin de saison par rapport à ce que je vais faire pour l'avenir. Et par rapport aux filles, tu as des objectifs. Vous faites une très belle saison cette année. Vos objectifs, ils sont évidemment très élevés, j'imagine. Oui, avec les filles, bien sûr, on a des gros objectifs. Tout se passe bien pour l'instant. On est premier au classement. On essaie de se battre pour cette place-là pour avoir l'Euroleague. Mon rêve, ce serait que nos deux clubs ils soient en Euroleague l'année prochaine. Et avec les filles, on a pas mal d'objectifs aussi. On veut continuer à grandir, à se structurer. Et là aussi, on a des discussions avec Jean-Michel Aulas pour intégrer, on va dire, le capital du club féminin pour que je puisse grandir aussi avec ce club-là. Donc, on a des discussions pour le projet global, que ce soit Asvel masculin, Asvel féminin et l'académie. Comme tu viens, Tony, de parler un petit peu de la NBA en 2-3 mots seulement, ça doit être compliqué quand même pour toi, même si ça t'éclate, j'imagine, de jouer avec Nico, de ne pas connaître aussi souvent la victoire qu'aux Spurs et de voir que peut-être tu ne feras pas les playoffs alors que tu n'as juste vécu que ça toute ta vie, quoi. C'est vrai que ça change un peu, ça change un peu et ça remet, on va dire, en perspective tout ce que j'ai vécu à San Antonio et que tout ce qu'on a accompli avec les Spurs, c'était assez incroyable, quoi. J'en parlais avec Duncan la semaine dernière. On s'est jamais satisfait justement de ce qu'on faisait à San Antonio. On voulait toujours plus, mais c'est vrai que maintenant de changer d'équipe, je réalise encore plus que ce qu'on a fait avec San Antonio. C'était vraiment incroyable. Et donc maintenant que je suis avec une autre équipe, tu vois, j'ai une différente vision, on va dire, de la NBA. Et c'est pas facile. C'est clair que c'est pas facile de gagner, de se qualifier pour les playoffs, de rester motivé comme ça, la discipline qu'il faut en fait pour être une des meilleures équipes. Et donc c'est ce que j'essaye d'amener à cette équipe qui est assez jeune quand même à Charlotte. On a une équipe quand même qui est très très jeune. Et comment tu vis, toi, ce rôle de guide un petit peu? Je sais que Nico m'a confié que de temps en temps, tu mettais les petites avoinées à l'entraînement à Kemba Walker, à Jeremy Lamb. Comment tu te sens dans ce rôle-là, toi? Moi, je me sens très très bien. Franchement, à Charlotte, je peux pas me plaindre. J'ai été très très bien accueilli. Mes coéquipiers, ils sont super sympas avec moi. Ils demandent toujours des questions, comment ça se passait à San Antonio. Ils veulent savoir, quoi. Ils ont envie de gagner, ils ont envie d'expérimenter les playoffs. Et donc, ça se passe beaucoup mieux que je pensais. Franchement, je passe vraiment une bonne saison à Charlotte. Et c'est clair que le cadre, en fait, mes coéquipiers, ça fait tout. Et le fait d'être avec Nico aussi au quotidien, c'est vraiment sympa. Est-ce que tu as vu que la nuit dernière, il y a un Européen qui a mis 52 points et qui était pas loin de te détrôner toi, parce que tu es l'Européen avec la plus grosse marque. Tu as mis 55 et Antetokounmpo a mis 52. Est-ce que tu penses qu'un jour, ton record va passer à la trappe? Je pense que mon record, il passera à la trappe. à cause de Giannis Antetokounmpo? Non, même pas ça. C'est parce que je pense que les records, c'est fait pour être battu. Et donc, 55 quand même. Ouais, non, mais 55 points, c'est un très beau record. Et ça va être dur à battre. Mais je pense qu'il sera battu un jour. Et puisqu'on parle de Giannis Antetokounmpo, on peut parler de la Coupe du Monde. Il y a un plateau, alors si tout le monde vient, évidemment, qui s'annonce dément. Et l'équipe de France est quand même pas très bien tombée. Je pense que tu as dû suivre ça. Qu'est-ce que tu en penses? Ouais, non, j'ai suivi. J'étais avec Jean-Pierre au téléphone. Et c'est vrai qu'on n'a pas eu un tirage facile, quoi. On n'a vraiment pas de chance avec ces tirages. J'ai l'impression qu'on est tombé dans le pire, quoi. C'est le pire qu'on aurait pu faire au niveau du tirage. Mais bon, après, c'est comme ça, c'est la vie. Et je pense que si tout le monde vient, on aura une équipe quand même très talentueuse. Et j'espère qu'on pourra faire quelque chose. Mais c'est vrai que ça va pas être facile. Mais en tout cas, moi, je serai en Chine en septembre. Ouais, j'irai en Chine en septembre pour les soutenir. Ouais. Je serai là. Tu regardes donc encore l'équipe de France, c'est toujours quelque chose qui est dans ton cœur et tu es toujours intéressé par la bien sûr, tu le sais, Fred. C'est On a joué ensemble, Fred, on a gagné une médaille ensemble. C'était la première en plus, donc elle est très très spéciale cette médaille. Et je me rappelle les bons souvenirs qu'on a eu ensemble à Belgrade. Et l'équipe de France, ça restera toujours dans mon cœur, gravé à jamais.
Et c'est pour ça que j'ai envie d'aller la soutenir. En plus, il y a encore des joueurs que je connais très très bien. Il y a Nico, il y a Boris qui sera là, donc on va passer un super moment en Chine tous ensemble. Et qu'est-ce que tu en penses d'ailleurs de Boris, ambassadeur de l'équipe de France? Tu l'as vu dans son costard, c'était la star de la Chine. Hein. Non, mais je suis content pour lui. Je pense que il est comme un poisson dans l'eau, quoi. C'est un rôle qui lui va Un gros poisson quand même, un gros poisson, qui fait des bombes. Exactement, un gros poisson. Mais non, je suis content pour lui et je pense qu'il va faire du bon boulot. Je l'ai vu un peu là au mois de janvier. Il était venu à San Antonio venir me voir jouer et il commençait ses premières réunions quand on était à Phoenix avec Okobo. Donc non, il est bien dans ce rôle-là. Il a toujours un peu ce rôle de fédérer tout le monde et donc je pense que c'est un très bon choix de la fédération et je pense que Boris il va être performant. Et au final, cette équipe de France que tu disais justement, la première médaille avec Fred en 2005, ça a mis tellement de temps à se construire avant enfin de réussir à gagner des médailles. C'est comme si avec la fin de ta carrière internationale, celle de Flo Pietrus, de Boris, c'était un nouveau départ et on l'a vu à l'Euro 2017. On espère tous que cette équipe de France, elle va pas mettre autant de temps à se construire ensemble et que tout le monde joue les uns pour les autres, que tout le monde défende fort pour à nouveau gagner des médailles. Ouais, mais c'est difficile. Ça va passer un message. Non, mais c'est difficile de gagner des médailles. Ça prend du temps de construire un groupe. Nous, on avait de la chance en 2005. Fred, il était venu. On a toujours eu des problèmes d'intérieur. Et Fred, il avait été très performant en 2005. Et tu sais, il faut beaucoup de choses pour que ça clique. Il faut que la mayonnaise apprenne. Il faut que tout le monde s'entende bien. Et c'est comme ça. Ça prend du temps. Ça prend du temps de construire une équipe. Nous, on a eu 4-5 médailles avec ma génération. Et la nouvelle génération, ça prendra un peu de temps. Moi, je leur souhaite que ça aille plus vite. Mais c'est dur de gagner des médailles. La compétition, elle est très très relevée. Tu sais, dans le basket, tous les pays jouent au basket, donc c'est pas facile. Ah, c'est pas le rugby, hein. Non, ça c'est sûr, c'est pas le rugby. Le rugby, tu bats une équipe, c'est bon, t'as une médaille. Le handball, c'est pareil. Au basket, c'est pas ça. Au basket, t'as 15, 20 pays qui ont tous des joueurs NBA. Et c'est très difficile de se qualifier dans le basket. Tony, je vais te taquiner un peu. En tout cas, tu as vu que notre équipe de France F, elle nous a quand même qualifiés pour l'équipe pour le championnat du monde. Je sais que ça a fait du bruit, ça. Ça a fait du bruit. Mais bon, moi ça m'a fait bien rigoler. Mais bon, à la fin de la journée, je suis content pour eux. Ils ont vraiment bien joué et ils ont apporté à l'équipe de France. Et maintenant, je leur souhaite bonne chance d'essayer d'être sélectionnés en fait pour la Coupe du Monde. Une dernière question, Tony, encore à propos de ce mondial. S'il y avait une équipe capable de battre les États-Unis, ça serait qui? Une équipe? Une seule. Moi, je dis l'Australie. L'Australie, ils vont avoir une très très grosse équipe. Je pense que nous aussi, on va avoir une bonne équipe avec tous nos joueurs NBA. Je pense que les Serbes, le Serbes, Canada. Ouais. Moi, je dirais non. Moi, je dirais Australie, France, Serbie. Ça, c'est ton podium, donc les États-Unis ne sont pas sur le podium. Non, c'est les demi-finales avec les États-Unis. Pour essayer. Ah, d'accord. Bon, on a le dernier carré alors. C'est ça. Si tout va bien, on a le dernier carré. Merci beaucoup, Tony Parker, d'avoir été avec nous en direct merci, dans 2 heures. J'aimerais dire un petit bonjour à Gaëtan et Johan Sangaré parce que je sais qu'ils regardent au buzzer. Ils sont à fond sur votre émission. Donc, je leur passe un petit bonjour. Et puis, merci à vous de continuer à monter le basket français comme ça. C'est vraiment bien ce que vous faites. Merci beaucoup, Tony. Et évidemment, on se retrouvera l'année prochaine en Euroleague, puisque tous les matchs de l'Asvel, dans la plus grande des compétitions européennes, seront à suivre évidemment en direct sur RMC Sport.